être bien réveillés encore maintenant pour la dernière partie de la journée. Nous avons vu qu'il était indispensable d'avoir de nouvelles aptitudes, de nouvelles capacités pour faire face aux exigences du XXIe siècle. Et dans cette session, nous allons voir quelles sont les activités menées par les Nations Unies dans ce domaine. Et comment est-ce que l'on fait pour diversifier donc la main-d'œuvre? Comment est-ce que l'on peut donner donc les connaissances linguistiques, les connaissances en matière de gender mainstreaming, et comment est-ce que l'on peut faire face aux différents obstacles? Et je pense que nous allons avoir de nombreuses questions suite aux différentes présentations, et c'est la raison pour laquelle je demande aux différents intervenants d'être aussi brefs que possible et de s'en tenir vraiment à une limite maximale de 15 minutes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, essayez de parler donc clairement. La première intervenante, c'est Madame la Dr Nyagale Magayoko, qui s'occupe donc du programme de maintien de la paix auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Et avant de se rendre auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, elle était auprès de l'Institut des études sur le développement à l'Université du Sussex au Royaume-Uni, et elle est également lectrice à l'Université à Paris. Elle a fait beaucoup de recherches sur le terrain et beaucoup de recherches dans différents pays d'Afrique francophone, et regardez quelle était l'interface donc entre la sécurité et les différentes communautés. Vous avez la parole, Madame. Thank you. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de remercier donc la division police des Nations Unies ainsi que le gouvernement fédéral de nous avoir invités pour participer à cette conférence. Nous sommes très honorés et très reconnaissants de pouvoir y participer. En plus, nous sommes extrêmement heureux de voir que les Nations Unies prennent en considération l'un des thèmes essentiels de l'OIF, à savoir le manque de capacité francophone pour apporter justement une contribution au maintien de la paix et particulièrement sur le continent africain. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénients, je voudrais donc revenir sur ce sujet plus spécifiquement en français, et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je ne pourrai pas rester non plus pour répondre à vos questions. Je dois partir immédiatement après mon intervention. Un état des lieux de la contribution des États francophones aux opérations de paix en général, et ensuite vous présenter brièvement la façon dont l'Organisation internationale de la francophonie s'efforce de renforcer ses capacités francophones d'intervention dans les opérations de paix. Tout d'abord, quelle est la situation ? La question de la participation des pays francophones aux opérations de paix se pose de manière spécifique depuis quelques années et s'articule autour de deux problématiques. La première problématique qu'il convient de prendre en compte est celle de la hausse significative du nombre d'opérations des Nations Unies menées dans les pays francophones. En effet, on a pu relever depuis 2004 une hausse importante du fait que trois nouvelles opérations de paix décidées par les Nations Unies ont eu pour théâtre d'intervention un État francophone. Il s'agit respectivement de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, de la MINUSTA en Haïti et de l'ONUB au Burundi. Ces trois opérations se sont ajoutées à la MONUC, établie en RDC, et qui elle-même avait connu un accroissement significatif de ses effectifs. On s'est donc retrouvé dans une situation en 2009 par laquelle plus de la moitié des effectifs affectés aux 17 opérations de maintien de la paix menées alors dans le monde sous l'égide des Nations Unies étaient déployés dans des pays francophones. En 2012,
au début de l'année 2012 en tout cas, 55 000 hommes étaient déployés dans des environnements francophones, ce qui représentait environ plus de 55% des casques bleus déployés dans le monde. Donc voilà la première problématique, l'accroissement du nombre d'opérations menées en territoire francophone. La deuxième problématique a trait au faible volume des effectifs déployés par les États francophones pour contribuer à ces opérations de paix, que celles-ci d'ailleurs se déroulent en territoire francophone ou non. Mais bien entendu, les préoccupations sont plus importantes lorsqu'il s'agit d'opérations menées en territoire francophone, puisqu'on s'aperçoit que le manque patent de personnel déployé sur le terrain pose un certain nombre de difficultés. Parmi lesquelles la plus importante est celle du fait des difficultés de communication linguistique, la difficulté donc à créer des liens de confiance avec les populations sur le terrain. Et donc à mener des tâches de proximité qui sont particulièrement importantes lorsque des missions de police sont menées dans le cadre de ces opérations. Il est rare également que les officiers d'état-major et les officiers des pays contributeurs des troupes non francophones déployées dans les pays francophones maîtrisent le français. Donc se posent également des difficultés au sein des états-majors des opérations de paix. On constate néanmoins une légère amélioration de la situation, puisque depuis 2008, on constate une légère hausse du nombre de pays francophones contributeurs de troupes. Quels sont les freins à un investissement accru des francophones dans les opérations de paix? Là aussi, il convient de distinguer deux types de problèmes qui expliquent cette participation insuffisante. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'un certain nombre de gouvernements font preuve d'une insuffisante volonté politique. Très souvent d'ailleurs parce qu'ils méconnaissent les avantages et bénéfices qui peuvent être tirés de la participation aux opérations de paix. Cette problématique est notamment très présente pour tout ce qui concerne la problématique du contingency owned equipment, c'est-à-dire du matériel appartenant au contingent. On s'est aperçu qu'un grand nombre d'États refusent d'engager des troupes parce qu'ils ne connaissent pas les procédures leur permettant d'obtenir des remboursements sur les matériels déployés. On s'aperçoit également qu'au-delà de l'absence de volonté politique, existe un certain nombre de carences d'ordre technico-opérationnel et qui tiennent à la difficulté qu'éprouvent un certain nombre d'États francophones à satisfaire les critères onusiens ou à mettre à la disposition de l'ONU les catégories de personnel demandées. Il apparaît donc que de trop nombreux États francophones ne satisfont pas les standards de l'ONU en matière de formation, de maîtrise des techniques d'état-major ou de fourniture des équipements de base requis. Ou encore, on le verra plus précisément, tout simplement ne maîtrise pas les procédures onusiennes, notamment en ce qui concerne les candidatures. Enfin, la dernière difficulté que l'on constate et qui touche particulièrement les personnels policiers, ce sont les difficultés que rencontrent les personnels de nombreuses administrations francophones à poursuivre des carrières ascendantes au sein de leurs administrations d'origine, une fois qu'ils doivent les réintégrer à l'issue d'une mission.
Donc voici les problématiques que nous avons identifiées. Donc quelles sont les actions en faveur du renforcement de la présence policière francophone dans les opérations de paix que l'Organisation internationale de la francophonie s'efforce de mettre en œuvre? Tout d'abord, nous travaillons beaucoup auprès des Nations Unies en menant un plaidoyer, notamment en développant une sensibilisation auprès de l'ONU pour promouvoir l'usage du français au sein du système onusien en général et des opérations de paix en particulier. Je précise qu'à partir de 2004, donc date cruciale, comme je l'expliquais au début de mon intervention, le secrétaire général des Nations Unies, à l'époque Kofi Annan, avait sollicité directement Abou Diouf, secrétaire général de la francophonie, pour qu'il parvienne à convaincre les États membres de la francophonie de fournir davantage de contingents, et notamment davantage de contingents de police civile, dans le cadre de la mission des Nations Unies à Haïti. Et c'est à partir de cette sollicitation que l'OIF a décidé de se saisir de cette problématique. Donc, comme je le disais, en développant auprès des Nations Unies un plaidoyer qui met l'accent sur les points suivants. Tout d'abord, l'insuffisant respect du principe d'égalité et d'équilibre dans l'utilisation des deux langues de travail de l'organisation, que sont le français et l'anglais, ce qui a des répercussions et des conséquences assez négatives en ce qui concerne le recrutement, la formation, mais aussi l'accès à la documentation des Nations Unies, qui est essentiellement produite en anglais, ce qui pose des problèmes dans un certain nombre de pays francophones ou pour un certain nombre de personnels francophones qui désiraient rejoindre le système des Nations Unies. Nous insistons également sur l'exigence de maîtrise de la langue française qu'il convient d'avoir vis-à-vis des personnels envoyés dans les pays francophones. C'est-à-dire qu'il nous semble assez légitime de considérer qu'il faut que tout personnel déployé dans une opération de paix qui se déroule en territoire francophone maîtrise le français de manière courante et par ailleurs maîtrise un anglais que nous qualifions de fonctionnel, c'est-à-dire un anglais qui lui permette de travailler au sein d'un état-major ou en tout cas de communiquer avec le siège des Nations Unies. Donc il ne s'agit absolument pas de considérer qu'un personnel doit uniquement maîtriser le français lorsqu'il est déployé en territoire francophone, mais en tout cas de considérer qu'il doit impérativement le maîtriser et avoir une maîtrise fonctionnelle, je le répète, de l'anglais. Nous insistons également, et ce travail de plaidoyer commence à produire des résultats, pour que la documentation produite par les Nations Unies, notamment par le secrétariat et le DOMP, le département des opérations de maintien de la paix, soit également publiée en français. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a eu au cours des 2 dernières années une hausse assez significative de la documentation disponible en français. Donc voilà le premier axe de notre intervention. Le deuxième axe consiste à favoriser la structuration d'un réseau de policiers francophones. Et nous faisons cela, nous attelons à cette tâche, notamment en soutenant le réseau Francopol, qui est le sigle Francopol signifiant Réseau international francophone de formation policière, qui a été créé en 2008 et qui est l'un des réseaux institutionnels de la francophonie et qui regroupe un certain nombre d'organismes de formation d'États membres de la francophonie. Et ce réseau, donc Francopol, travaille au renforcement des professions policières par le biais du partage d'expériences et de la consignation des meilleures pratiques.
Troisième axe, nous apportons aussi un appui assez important aux institutions régionales de formation policière. Nous nous sommes aperçus, pour avoir travaillé avec l'ITS, le SFI, hein, Integrating Training Service, du commun au DPKO et à la DAM, que les centres francophones de formation au maintien de la paix en général étaient assez ignorés, enfin qu'on ignorait l'existence de la plupart des centres francophones de formation. Et donc il en a une dizaine hein, qui existent dans le monde, et parmi ceux-ci, la majorité sont spécialisés dans la formation policière. Je citerai brièvement leur nom. Il y a tout d'abord le Centre de perfectionnement de la police judiciaire du Bénin, le Centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile du Sénégal, le Centre de perfectionnement aux techniques du maintien de l'ordre du Cameroun, qui va être renforcé par la création d'un centre d'excellence de formation de niveau d'état-major qui s'appelle le E-Force, qui se situera donc également au Cameroun. Il y a également l'école de gendarmerie de Rochou, dont le cours supérieur international voit approfondir la formation des officiers supérieurs de police appelés à être déployés dans les opérations de maintien de la paix. Et bien entendu, chaque organisation membre de Francopole, enfin chaque pays membre de Francopole dispose lui aussi d'écoles de formation. Je pense notamment pour la France au centre de Saint-Astier, dont les capacités peuvent être mobilisés pour pouvoir recruter davantage de personnel francophone. Nous travaillons également à appuyer les formations en ligne, en travaillant notamment avec l'UNITAR, avec lequel notamment nous avons travaillé sur la mise au point d'un module de formation sur la sécurité publique en contexte électoral. Et nous sommes en train de mettre en réseau l'ensemble de ces centres et de ces capacités, puisque nous allons lancer une plateforme, enfin un site internet qui va s'appeler le RIFOP, Réseau des instituts francophones de formation aux opérations de paix, et la formation policière y occupera une place extrêmement importante. Et enfin, les deux derniers axes de nos interventions consistent d'une part à aider les policiers francophones à satisfaire aux critères de recrutement onusien. Et nous sommes très heureux de la collaboration que nous venons d'engager avec le département, la division police, pardon, des Nations Unies, à l'initiative de celle-ci d'ailleurs, je tiens à le souligner. Donc la division police nous a sollicité pour que nous organisions une formation au pays des pays africains francophones pour améliorer les candidatures policières francophones pour les opérations de maintien de la paix. Notamment, très concrètement, il s'agit d'apprendre à remplir un formulaire P11 ou un PHP de manière plus efficace. Et enfin, pour terminer, nous apportons un soutien au processus de réforme des systèmes de sécurité et en accordant une attention particulière à la réforme des forces de police, enfin des systèmes policiers, parce qu'il nous semble qu'il est extrêmement important, comme le disait notre collègue du nigérien de la MONUSCO, nous considérons qu'il est fondamental de prendre en considération l'environnement à la fois historique bien sûr, mais aussi institutionnel, organisationnel et procédural dans lequel intervient la réforme. Et on pense de ce point de vue-là qu'il est absolument essentiel que les personnels déployés pour accompagner une réforme maîtrisent le type d'organisation ou le type de système juridique qui y prévaut. Et pour ce qui concerne les pays francophones, je donnerai deux exemples. D'abord, l'existence de forces de gendarmerie dans la plupart de ces pays. Particularité francophone qu'un certain nombre de nos partenaires non francophones
dont les particularités ne sont pas toujours bien saisies donc par nos partenaires francophones, ou encore, dernier exemple, celui de cette idée de community policing qui est extrêmement difficile à traduire dans un contexte francophone, qu'on traduit souvent de manière impropre par le thème de police de proximité. En tout cas, voici deux exemples qui démontrent qu'il est très très important de disposer de compétences francophones pour accompagner la réforme de ces systèmes, des systèmes dans lesquels se déroulent des pays dans lesquels se déroulent des opérations des Nations Unies. Voilà, j'ai déjà été un peu longue, je vous remercie de votre attention. Merci pour votre contribution et bon voyage. The next speaker will speak under a very interesting title. L'orateur suivant nous présente thème très intéressant avec un titre très intéressant également, donc les dangers pour les policiers, les femmes policiers. Et je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois, c'est-à-dire cet effort commun qui a été lancé en 2009 au mois d'août. C'était André Hughes qui était responsable, qui était officier de police à l'époque, et nous sommes fixés un objectif de 20% d'ici 2014. Et quand on a lancé cette mesure, le chiffre était de 7%. Donc on a fait un petit progrès de 2,9% environ, mais nous sommes encore en dessous de 10, alors qu'à un certain moment on avait même dépassé 10, mais on est redescendu en dessous de 10. Donc l'expérience que j'ai faite, c'est qu'au moment du lancement, tout le monde s'est passionné, intéressé, les membres des États membres étaient très très engagés, on a pu augmenter les chiffres et maintenant on est un peu arrivé à une stagnation. Voilà pourquoi je voudrais de nouvelles idées et je serais très heureux d'entendre vos suggestions pour qu'on arrive aux chiffres que nous sommes fixés comme objectif. Et pour arriver à ces 20% d'ici 2014, qui est un objectif qui a été effectivement aussi repris à son compte par le secrétaire général, il est important de faire quelque chose. Donc maintenant, je passe la parole au commissaire Alissa Bembawe, qui est responsable les forces de police dans son pays. Elle est la première femme à cette position. Elle est donc du Soudan et elle vient parler de ses préjugés, disant que c'est un poste trop dangereux pour une femme que d'être dans une mission de paix. Et elle va sans doute supprimer ce préjugé, ou elle va lutter contre. Donc Alita Mbawe de Zambie. Your Excellencies, delegates, Excellences, may I simply say, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs les délégués, before I go into my mesdames, presentation, messieurs, avant de commencer ma présentation, je voudrais rallier aux autres orateurs qui ont félicité le gouvernement allemand et les Nations Unies d'avoir organisé cette conférence si importante. Je suis certaine que d'ici notre départ de la conférence demain soir, nous aurons tous apporté, ou plutôt retenu des messages importants que nous devrons ramener chez nous dans notre travail et que l'on devra mettre en œuvre. Je vais donc parler de la mission de paix de police internationale. Est-ce une zone de danger pour les policiers femmes? Est-ce un mythe ou une réalité? Regardons la définition des genres. Lorsque l'on me pose la question, et très souvent on pose cette question, qu'est-ce que c'est que les genres? Et je dis toujours, eh bien, on va parler des femmes et des droits humains des femmes. Mais ce n'est pas cela, les genres. Ce sont les attributions sociales et les attributs sociaux qui sont associés aux hommes et aux femmes,
qui sont construits par la société et qui sont appris par la socialisation. Donc, elles sont dépendantes du temps et du contexte et peuvent changer. Le genre, ça signifie les rapports de pouvoir dans la société et détermine ce qui est attendu et autorisé d'une femme ou d'un homme dans une situation ou un contexte donné. L'équilibre des genres dans les opérations de support de la paix. J'ai regardé les statistiques ce matin et Anne-Marie Horler nous a dit il y a quelques minutes que les Nations Unies avaient l'intention d'augmenter les pourcentages de femmes qui sont dans les opérations de paix de 9% à 20%. Je pense que c'est une approche réaliste et nous aimerions évidemment atteindre 50%, 50-50, mais ça n'est pas possible d'atteindre les 50%. Un jour peut-être, il faudra en tout cas s'y prendre graduellement, parce qu'il faut bien se réaliser que même dans les pays dont nous venons, nous n'avons pas non plus le nombre de femmes que nous aimerions envoyer dans des opérations de maintien de la paix disponibles. Mais il est très important que l'équilibre des genres, ça devrait être une représentation égale d'hommes et de femmes à tous les niveaux, dans toutes les institutions et les organisations. Donc c'est l'espoir des Nations Unies d'avoir beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes dans des positions de décision et pas seulement dans les niveaux les plus inférieurs des opérations des Nations Unies. Cette statistique, nous l'avons déjà vue, mais j'ai extrait les informations qui sont importantes pour les policiers que j'ai déployés dans cette mission. Ce sont des unités de police formées, des FPU, mais également des policiers individuels. Donc, comme je regardais les statistiques sur le site web du DOMP, qui date du 24 juillet, où l'on peut voir que le déploiement était de 9% de femmes et 91% d'hommes. Ce qui est véritablement un très gros déséquilibre, comme l'a dit M. Carpenter tout à l'heure dans sa présentation. Et nous avons tous une responsabilité pour faire en sorte que ces chiffres se changent et qu'on atteigne ce niveau de 20%, le niveau qui est envisagé ou visé par les Nations Unies. Pourquoi les questions de sexe et de genre sont importantes dans les opérations de maintien de paix? Il faut penser à ces problèmes de genre parce que il y a des façons particulièrement appropriées pour traiter la façon dont les hommes, les femmes et les enfants sont affectés par les conflits ou les crises ou la violence. Nous devons donc tenir compte des besoins particuliers des femmes et des jeunes filles lorsque nous mettons sur pied des opérations de support et de maintien de la paix. La participation des femmes à une mission de la paix n'est pas véritablement ressentie. Elles sont absentes parce qu'il y a des normes sociales qui empêchent déjà leur participation à la pose de candidature. Lorsque on demande aux femmes de se mobiliser et d'aller dans la rue pour coller des affiches ou pour faire du travail de rue, on ne leur rappelle pas qu'elles feraient mieux d'être au fourneau et qu'elles devraient quitter la rue et rentrer dans leur foyer. Il y a donc quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on doit évidemment les aider, les mettre en avant et les assister quand il s'agit de se présenter pour ce type de candidature. Donc, c'est un extrait d'un ouvrage sur les femmes, la guerre et la paix. Les conditions dont souffrent les femmes, la violence ne
n'est pas dû uniquement aux conditions de guerre, mais sont la conséquence directe des conditions qui existent aussi en temps de paix dans la vie des femmes. Je crois que dans la plupart des pays où nous vivons et dont nous venons, que nous représentons, ont des unités spéciales qui ont été mises en place pour traiter les problèmes des violences des femmes subies dans nos pays. Ces départements ont différents noms. Certains s'appellent unités familiales, d'autres unités de support aux victimes. Quel que soit le nom que l'on choisit, vous connaissez bien le nom qui a été utilisé dans votre pays, mais ce sont des pays qui ne sont pas en guerre et cependant, on connaît cette violence qui est évidemment encore bien pire dans les situations de guerre. Les femmes on a abusé des femmes, on les a utilisées comme outils des crimes de guerre. Elles ont été enlevées, arrachées à leur communauté. Elles ont été entraînées dans le bush et on a abusé d'elles. Donc, si ces unités internationales sont importantes en temps de paix, elles le sont bien sûr d'autant plus en temps de guerre, n'est-ce pas? On a dit qu'on a des difficultés pour recruter des femmes pour participer à des opérations de maintien de paix. Mais les femmes doivent être préparées psychologiquement à ce rôle, à ce besoin. Et si vous êtes un formateur dans une opération de paix, il y a un film qu'on vous aura certainement montré. Ça s'appelle le Peacekeeper, celui qui maintient la paix. Et cela montre la réalité auquel on est confronté. Ce n'est véritablement pas quelque chose de... Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas des vacances au Club Med, c'est véritablement quelque chose de très grave et ce sont des réalités qui est important de montrer pour que les femmes connaissent ces réalités, pour qu'elles soient préparées psychologiquement et une fois qu'on sera préparé psychologiquement, nous pourrons être adaptés et avoir notre place aussi bien que les hommes dans ce genre d'opération. J'ai remarqué que quand on nous donne vraiment la réalité des faits, la vérité, certaines femmes ont fini par dire eh bien, je ne vais peut-être pas risquer ma vie ou ma vie de famille pour aller dans une mission qui m'exposera à de telles situations. Certaines ont répondu comme ça, mais je pense que c'est quand même... la police au niveau international, ce n'est pas la même chose que le travail de police dans nos pays. Même dans nos propres pays, nous avons à faire à des difficultés. Il y a certaines périodes où, quand nous sommes dans nos pays respectifs, nous sommes parfois aussi dans des situations dangereuses, soumises au feu de criminels. Et nous avons aussi perdu des officiers femmes dans l'exécution de leurs devoirs et de leur travail. Ça ne veut pas dire que c'est une condamnation à mort si une femme est envoyée dans une mission de paix. Ça n'est pas une condamnation à mort ni pour une femme ni pour un homme, mais il y a certaines conséquences possibles qu'on pourrait effectivement perdre la vie comme on pourrait aussi bien dans un travail de police dans son propre pays perdre la vie. Une des bonnes raisons pour lesquelles on souhaite que les femmes participent dans des opérations de paix, ou plutôt pour les difficultés que l'on rencontre, c'est que certaines femmes ne veulent pas quitter leur famille, leurs enfants, leur mari pendant trop longue durée de temps, et les autres membres de la famille ne vont pas favoriser cet état de choses. Et parfois, les femmes n'atteignent pas le niveau requis pour pouvoir participer à une opération de paix. Et je relie ce point avec l'autre point concernant les aptitudes nécessaires. La plupart des femmes dans nos pays sont à des postes de bas niveau et ça serait vraiment leur demander trop de passer à des responsabilités ou à un poste de responsabilité alors que chez elles, elles font du travail de peu qualifié. Donc c'est à nous tous ensemble qui sommes ici réunis, nous sommes presque tous des décideurs dans nos pays respectifs. C'est notre rôle, une fois que nous rentrerons dans nos pays,
de voir comment nous pouvons améliorer la participation des femmes dans ces opérations de maintien de paix. Quelle formation est nécessaire pour elles pour leur donner le courage de passer à un niveau de qualification plus élevé qui est demandé pour prendre une position dans les opérations de maintien de paix? Dans certaines situations, j'ai rencontré des cas où des hommes qui ont participé dans des opérations de maintien de paix, qui sont mariés à des femmes qui sont aussi dans la police, ne permettent pas à leurs femmes de participer à une telle opération de paix. Lorsque j'aurais posé la question, mais pourquoi interdisez-vous à votre femme d'aller à une opération de paix, il s'y passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans ces opérations de maintien de paix. C'était la réponse qu'on m'a donnée. Alors, j'ai peut-être posé des questions assez directes. C'est peut-être à ces messieurs, je leur ai dit, est-ce que c'est parce que c'est ce que vous faites, vous, quand vous allez dans une telle opération de maintien de paix, que vous ne souhaitez pas que la même chose se fasse avec votre femme? Donc, ce sont à vous, les hommes, ce sont d'aider les femmes à choisir faire leur propre choix, à prendre leurs propres décisions. Si vous avez trouvé que c'était une bonne décision de faire une mission de paix, ne pensez pas que votre femme ou votre petite amie ou quelqu'un d'autre fera la même chose exactement que vous avez fait quand vous étiez sur une opération de paix. Donc, vous êtes appelés à aller travailler sur le terrain. Eh bien, ces femmes seront appelées de la même façon à travailler sur le terrain. Il faut laisser les femmes prendre leurs propres décisions et qu'elles décident si elles veulent participer à une opération de maintien de paix ou non. Comme je disais tout à l'heure, les directeurs des services de police ou de forces de police doivent préparer des programmes de formation particuliers pour préparer les femmes à se préparer à avoir des postes de décision ou des postes de qualification. Ça a déjà été souligné ici. Si on va dans une opération de maintien de paix, ce n'est pas important d'avoir des chiffres, c'est d'avoir les bonnes aptitudes, les aptitudes qui sont demandées sur le terrain. Les pays contribuants, les pays qui envoient des gens dans les missions doivent aussi sensibiliser leur personnel sur les questions de genre et sur la nécessité d'équilibrer et de lutter contre ce mythe. Pourquoi une femme n'irait pas dans une opération de maintien de paix? Si nous comprenons bien ce problème avant d'être déployés dans une opération de maintien de paix, je conclurai en disant que le genre ou le sexe ne doit jamais être utilisé comme excuse pour ne pas participer dans des opérations de maintien de paix. En tant qu'officiers de police, nous devons travailler tous ensemble, ou en tant que policiers, nous devons travailler tous ensemble pour faire disparaître du vocabulaire cette phrase dominée par l'agent masculine dans toutes les questions qui traitent d'opérations de support de la paix. Et il ne faut pas penser que cela est un domaine exclusivement réservé aux hommes. Il faut comprendre que les femmes peuvent aussi bien agir que les hommes. On ne savait pas au début qu'on pourrait avoir un jour des femmes ingénieurs et des femmes pilotes. Eh bien, c'est la même chose pour la police. Avant, on pensait que le travail de police était uniquement un domaine pour les hommes et maintenant, c'est un domaine où les hommes et les femmes peuvent travailler côte à côte. Pas de domination masculine dans ce domaine. Voilà pourquoi je répéterai que et je terminerai en répondant non à la question. Les mesures de maintien de paix de police internationale, ce n'est pas un danger, ce n'est pas une zone de danger pour y envoyer des femmes. Merci de votre attention. Dankeschön. Thank you very much. Merci beaucoup à vous, commissaire. Et je suis d'accord pour ce qui a été dit sur le film Peacekeeper. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous y invite. Et vous aurez la possibilité de demander un autogramme aussi à la fin. Maintenant, je vais passer la parole à Samra Filipović Abziadić, qui
qui a été directrice pour ce qui concerne, elle est à la tête de l'Agence pour l'égalité des genres de la Bosnie-Herzégovine et elle a également mis en place un centre justement pour l'égalité des genres et elle a établi des stratégies pour mettre en place donc des programmes et faire le lobbying donc pour l'égalité entre les gens et pour mettre en place donc le processus correspondant avec un plan d'action pour la Bosnie-Herzégovine. C'est à Madame Filipović de prendre la parole. Merci. Je me joins aux intervenants précédents pour remercier le gouvernement allemand, le ministère des Affaires étrangères et surtout la personne qui a sévi pour faire la conférence d'aujourd'hui. Remercier également Stéphane Feller. Je recherche ma présentation. In order to be fast and brief, I will stick to. Bon, pour être rapide et brève, je vais m'en tenir à ma présentation car en fait, je suis juriste, j'ai l'habitude de parler longtemps, mais là, donc, je voudrais m'en tenir à ma présentation. Et d'abord, je voulais d'ailleurs féliciter toutes les personnes qui sont présentes ici, qui s'occupent des missions de paix en Bosnie-Herzégovine. Et je me réjouis beaucoup de pouvoir en rencontrer plusieurs ici. La Bosnie-Herzégovine est un pays naturellement dont l'histoire comprend de nombreux conflits, vous le savez. À l'heure actuelle, maintenant, nous avons des forces de police internationales, mais nous participons nous-mêmes aussi à des missions de police internationale. Et c'est un facteur qui a donc une influence sur la police en Bosnie-Herzégovine et sur le rôle des femmes donc dans les forces de police dans notre pays. À l'heure actuelle, de manière générale, nous voyons donc les problèmes qui se posent en ce qui concerne la police et les missions de police. J'essaierai de vous donner quand même un aperçu de l'intérieur du point de vue donc de la Bosnie-Herzégovine. Les femmes sont sous-représentées dans les forces de police. La participation des femmes en Bosnie-Herzégovine, ça tourne toujours autour de 6,3%. Lorsque l'on fait l'évaluation de la participation des femmes dans la police, il faut tenir compte du fait que le recrutement des femmes a quand même fait l'objet d'une promotion spécifique depuis le milieu des années 1990. On a quand même repéré les principaux facteurs qui constituaient des obstacles, à savoir les stéréotypes qui perdurent, une approche neutre en matière de genre pour ce qui concerne la police et une discrimination indirecte lorsqu'il s'agit d'obtenir des grades supérieurs. Quelles sont les principales personnes pour lesquelles il faut pourtant mieux intégrer les femmes? Souvent, les policiers ne reconnaissent pas que les besoins entre hommes et femmes sont différents en matière de sécurité. Souvent, les hommes font face à la violence dans la sphère publique, alors que souvent, c'est dans la sphère privée que les femmes sont confrontées à la violence. Il y a de plus en plus de violences domestiques, etc. Je suis très heureuse qu'on ait maintenant déjà soulevé ce sujet. Qu'est-ce que nous faisons donc en Bosnie-Herzégovine pour arriver à surmonter ces problèmes? Eh bien, nous sommes le premier pays de la région à mettre en place un plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Et d'ailleurs, cette résolution a été adoptée en 2010. Et maintenant, ça fait partie donc de notre plan d'action. Et vous voyez
il faut donc que les femmes puissent participer au processus de décision, augmenter donc dans le secteur de la police et de la sécurité, de la défense, le nombre de femmes. Et également, nous avons une action en ce qui concerne la fraude, la lutte anti-fraude, et également un pays où il y a eu une guerre, par conséquent, il y avait des problèmes de mines. Donc, nous avons également un plan d'action contre les mines, la présence de mines, et nous avons également une action spécifique en ce qui concerne notre pays, c'est l'aide donnée aux femmes qui ont été des victimes de la guerre civile. Et nos objectifs couvrent donc différentes activités qui permettent d'établir une coopération avec des ONG dans le pays et à l'échelon international. Cependant, dans notre plan d'action sur la résolution 1235, paix et sécurité, il y a un autre objectif qui concerne les possibilités de recruter, l'harmonisation de la loi, les principes d'égalité hommes et femmes, prohibition de la discrimination et donc éliminer également donc toutes les formes d'agression sexuelle. Et également de promouvoir les possibilités d'emploi pour les hommes et pour les femmes. En ce qui concerne donc le point du recrutement, nous avons une académie de police qui s'est créée à Sarajevo en 1998. Il y a 1836 cadets qui ont été formés, dont 494 des femmes, donc ça fait 27%. Et à Banja Luka, nous avions un total de 943 personnes formées, dont 213 femmes, ce qui représente une proportion de 23%. Les deux académies s'efforcent de plus en plus d'avoir des femmes dans les formations, dans les programmes de formation et d'éducation. Il y a également une agence pour l'égalité des genres en Bosnie-Herzégovine et on a mis en place des manuels de formation sur ces questions du genre et on essaie donc de combattre toutes les formes de violence basées sur le sexe. Il y a également donc ces différents manuels qui ont été diffusés. Voici maintenant les spots pour la promotion, pour faire valoir les métiers de la police. Et il y a également donc en liaison avec ce plan d'action l'élimination des lois et des différents décrets qui sont pris. Et il s'agit d'éliminer les différentes formes de discrimination indirecte, par exemple pour les grades supérieurs, pour les exercices physiques, pour les congés parentaux, harmonisation, possibilité de combiner la vie familiale et l'emploi, etc. Également, donc, d'avoir une protection contre toutes les formes de harcèlement et de harcèlement sexuel. Avec toutes les procédures civiles correspondantes, procédures disciplinaires, etc., et médiation. Tout cela paraît très important. Donc, en même temps, donc, des mesures positives qui sont prises. Par exemple, dans les missions de police, par exemple, on doit avoir des membres, donc aussi bien hommes que femmes. Il doit y avoir des critères de sélection, comme par exemple 5 ans d'expérience, et on peut avoir ramené à 3 ans pour les femmes. Et maintenant, une différence de 3 ans, ce qui oblige donc les hommes à avoir une expérience de 8 ans, une ancienneté de 8 ans. Également, donc, apprendre l'anglais, avoir également différentes formes d'entraînement, de sensibilisation pour toutes les missions de la police.
Et ça, ce sont donc toutes les mesures qui sont prises pour augmenter le nombre de femmes. Et je voulais également vous dire qu'il y a des mises en réseau des femmes dans les forces de police. En 2009, il y a eu également une association pour les forces de police dans le sud-est de l'Europe. Et là, il s'agissait de rassembler justement les femmes dans les forces de police régionales. Et les femmes de Bosnie-Herzégovine dans la police ont été les premières à rejoindre ce réseau. Il s'agit donc de faire la promotion du rôle des femmes dans les forces de police et d'avoir également une approche stratégique pour le recrutement, pour la formation, pour l'avancement, la promotion des femmes et pour faire valoir les résultats des femmes dans les forces de police. À l'heure actuelle, donc, nous avons maintenant dans ces réseaux des partenaires clés qui servent vraiment pour le plan d'action pour mettre en valeur la résolution 1235. En ce qui concerne le nombre de femmes dans les missions de police, je voulais dire que maintenant, il y a eu donc 14,28% de femmes, par exemple, au Soudan du Sud, au Libéria, donc 2 sur 12. Et pour, donc, je disais, Soudan, c'était donc 4 sur 28 et Chypre, 1 sur 9. Donc, par rapport aux années passées, ces chiffres montrent que l'on a quand même un accroissement, une augmentation permanente du nombre de femmes. Quel est l'impact des femmes dans les missions de police? Nous l'avons dit, c'est une approche différente de la part des femmes. Il y a une possibilité de mise en confiance donc auprès de la population pour s'adresser notamment aux femmes, aux enfants, aux personnes plus âgées, davantage d'accès surtout aux femmes et aux jeunes filles qui ont été victimes de violences sexuelles et physiques, et davantage de professionnalisation. Et on voit que les femmes font preuve d'un excellent professionnalisme dans ces différentes missions. Conclusion principale, il y a une nécessité d'avoir une approche coordonnée pour augmenter le nombre de femmes dans les forces de police, en adoptant des stratégies, des plans d'action, des mesures positives. Il faut mener des campagnes pour aller à l'encontre des différents stéréotypes, pour augmenter le nombre de femmes. Et également, il est indispensable d'apporter une assistance continue, un soutien avec le biais, par exemple, de réseaux, etc., pour maintenir ce nombre de femmes ensuite. Je vous remercie. Thank you very much. Merci. L'orateur suivant est superintendante Subra Tiwari de la police indienne. Elle a travaillé sur le terrain, elle a travaillé également sur l'outil, sur l'agenda, et elle a participé à la formation d'officiers de police et de police dans le monde entier, et elle était au 10e anniversaire de la résolution 1325 sur la paix et la sécurité et les femmes. Elle était donc sur le même podium à côté du secrétaire général Ban Ki-moon. Madame Subra Tiwari, vous avez la parole. Thank you very much, Your Excellencies, delegates. Merci beaucoup, Excellente, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs. Sorry for the delay. Veuillez excuser ce petit contretemps. Comme l'ont dit les orateurs précédents, que les femmes sont importantes et ont une valeur à apporter aux missions,
Leur présence amène un élément de confiance. Et je vais parler maintenant donc de la contribution des policiers des Nations Unies pour la lutte contre les crimes de violence sexuelle et des violences basées sur le sexe et le genre. Je vais vous présenter quelques images de notre mission au Soudan. Comme l'a dit la première oratrice du panel, il n'est pas facile de venir à une mission et de participer et d'apporter une contribution. On croit que l'on peut peut-être simplement se présenter et dire nous aimerions y participer parce que nous sommes des policiers dans la police locale, mais ça n'est pas si facile que cela. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec les membres de la force de police du sexe opposé. Donc nous ne pouvons pas jouer le même rôle, mais nous contribuons de différentes manières en créant des confiances et liens de confiance avec les femmes et dans les camps et les camps de déplacés et de réfugiés. Et je voudrais vous montrer que les femmes policiers des Nations Unies ne sont pas justement dans les missions de paix, mais doivent participer à cet effort dans la police locale et de créer donc des liens avec la police locale. Donc vous voyez qu'on les forme dans différents domaines, mais on a également commencé une formation professionnelle pour les femmes de la police locale pour leur permettre d'être indépendantes financièrement et on les aide également à vendre leurs produits en organisant des marchés pour elles. Ça, c'est une population. Ici, vous voyez des exemples de missions où les femmes travaillent avec les femmes, avec les enfants. Et c'est important également de respecter les traditions locales. Lorsqu'elles travaillent avec la police locale, il faut avoir le plus grand respect avec leur environnement local, leurs traditions locales et que nous approchions cela avec l'humilité nécessaire. Le coût organisé pour la protection des enfants et des femmes dans le sud du Soudan, nous organisons cela, donc nous organisons également des cours pour la façon d'aborder le problème de la violence sexuelle, la violence conjugale et nous les formons également pour les missions dans les camps de personnes déplacées. Mais elle ne participe pas seulement aux opérations soft, elle participe aussi à d'autres formes d'activités, par exemple la vérification des papiers dans les aéroports, la détection donc des documents forgés et parfois également dans la police scientifique. Quand nous parlons de, comme l'a dit la commissaire Anne-Marie Horler, puisque j'étais effectivement à la célébration du 10e anniversaire de la résolution 1325, dans ma communication, j'ai parlé justement de ces missions des femmes, mais quelqu'un disait, parce qu'on parlait surtout de ces activités soft, et on m'a demandé, quelqu'un, est-ce que vous ne faites que des opérations de ce genre, ou est-ce que vous faites d'autres opérations? Non, ce n'est pas vrai, ai-je répondu, car nous faisons du travail dans tous les domaines de la police que l'on peut imaginer, et pas seulement dans les domaines soi-disant typiquement féminins. Donc, lorsqu'on voit une femme policier qui fait telles fonctions, les femmes sont encouragées de faire cela et les hommes se disent « Ah, mais si une femme peut faire cela, tout le monde peut faire ça ». Donc, la
présence d'une femme policière augmente non seulement la confiance pour les femmes, mais aussi pour tout le monde, pour les hommes et les enfants dans la communauté qui peuvent prendre plus de confiance en eux et penser qu'ils peuvent prendre beaucoup plus de tâches à leur compte. Et maintenant, je voudrais vous parler de la formation spéciale pour la lutte contre les crimes SVBG. Et je voudrais aussi remercier d'ailleurs l'Allemagne d'avoir organisé cette conférence de haut niveau. Et je voudrais ajouter que la formation SVBG a aussi été financée par l'Allemagne et nous les remercions d'avoir financé ce cours. Cette formation devait donc donner une formation standard pour la prévention de la violence sexuelle et la violence basée sur le genre. Et c'était une formation qui devait donner à ces femmes suffisamment de confiance pour faire leur investigation et pour leurs enquêtes dans leur mission. Cela doit se passer en fait dans toutes les missions. Après 12 ans d'expérience dans la police, quand je suis allée au Soudan, je m'en semblais capable tout à fait, je me sentais capable de faire toutes les activités. Mais un de mes collègues m'a dit, quand vous êtes en mission, vous ne travaillez pas de la même façon que si vous êtes dans vos pays et ça devient beaucoup plus difficile de travailler dans un tel environnement. Et il avait raison de faire remarquer que si j'avais était dans une telle mission, je n'étais pas automatiquement capable, parce que j'avais déjà fait une mission, de faire bien à la prochaine mission, parce que les missions sont très différentes de l'une à l'autre. Il y a véritablement des particularités qu'il faut réserver et respecter. Et j'étais donc contente d'avoir pu suivre un tel cours, parce que ce cours, justement, a permis de surmonter ces préjugés. Le cours a commencé en 2010. 36 policiers ont participé. Des experts ont développé et préparé les cours. Il y avait 2 ateliers et ce contenu des cours a ensuite été révisé. C'est le curriculum qui a été révisé par 5 experts. Nous avons 5 cours des formations des formateurs, un atelier d'évaluation et nous avons donc différents cours pour les pays francophones et les pays anglophones, un aussi dans les régions d'Amérique latine et un dans la région européenne. 103 formateurs ont été ainsi certifiés pour 62 pays. Quand j'ai lu le magazine, j'ai vu en fait qu'un cours aussi avait été tenu en Ouganda. Le contexte de la formation pour la mission. C'est important de donner les aptitudes pour le démarrage, mais c'est un cours qui ne peut pas s'adapter à toutes les situations de toutes les missions. Ça donne seulement une structure de base et c'est seulement une fois que l'on est dans la mission donnée de s'informer et de continuer à apprendre sur le tas et sur le terrain concernant les conditions du pays de la mission. Mais ce cours a une grande valeur et il permet aussi d'insister sur les valeurs des Nations Unies, les droits de l'homme, les droits des femmes, des enfants, les droits à l'égalité des genres. Cette formation devait être utilisée au cours des missions, mais également dans les environnements à la sortie d'un conflit. Et il faut savoir également que c'est possible de faire cela avec des ressources très simples, sans ordinateur, avec des ressources du pays, parce qu'il n'y a pas de grandes ressources dans les pays. Et il faut aussi savoir
que les polices du pays hôte parfois manquent d'expérience. Donc, c'est très important que quand nous arrivons dans une mission, nous respections cet état de choses et quand nous fournissons notre cours, nous tenons compte de cet état. Il y a des problèmes de communication dont je parlerai tout à l'heure. Ce curriculum doit être développé pour être facilement compris par tout le monde. C'est un cours qui est extrêmement pragmatique et il faut comprendre aussi la raison pour laquelle on fait ce cours. Il faut savoir que cela ne dépend pas des ressources. C'est un module de base sur lequel on peut rajouter d'autres formations. Et ensuite, lorsque nous avons commencé cette formation, nous avons décidé qu'il y aurait à la fin une évaluation et nous pensions que ces scénarios seraient évalués à la fin de la formation. Et les scénarios montraient justement les problèmes que l'on pourrait rencontrer dans un environnement d'une mission imaginaire. Et on a donc divisé les groupes en plusieurs groupes à qui on a donné les mêmes problèmes à résoudre et nous avons été ravis de voir que les personnes qui avaient suivi le cours avaient des solutions à proposer. On a fait donc ensuite un séminaire d'évaluation de la formation avec des participants de tous les cours qui avaient été tenus et qui ont tous été appelés à apporter une contribution pour améliorer encore la teneur du curriculum. Ça, c'est une pyramide qui vous montre la teneur de la formation. Donc d'abord, la dynamique des crimes dus à la violence et à l'abus sexuel, la violence basée sur le genre, les différentes aptitudes, apprendre encore les enquêtes et la façon de mener les interviews, les interrogatoires, les façons de résoudre les problèmes, de conseiller, de faire le suivi. Nous avons introduit trois trois sous-cours également sur la mutilation sexuelle des femmes, sur différents autres types de violences, comme vous avez pu le voir sur l'écran. Donc, voici la structure de cette formation. Donc, les formateurs doivent être également faire l'objet d'un suivi parce que cette formation doit être donnée à la police locale. Et donc, nous avons donc des policiers de la police des Nations Unies qui font ce cours à la police locale et également des participants de différentes autres agences. Donc, je fais cela évidemment plus facilement dans mon propre pays parce que je communique avec des personnes qui ont la même langue que moi, qui ont suivi la même formation que moi, qui connaissent également mon langage corporel. Mais si je dois faire ça dans un autre pays et si vous faites cette formation avec l'aide d'un interprète, c'est extrêmement difficile. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsqu'on a fait un cours pour la police soudanaise sur les problèmes dus au genre, et j'ai parlé dans mon cours des abus sexuels chez les enfants. Et un des participants m'a dit, vous étiez véritablement la personne qui a fait le meilleur cours parce qu'on en avait entendu déjà beaucoup avant qui parlaient de ce sujet, mais ça nous a plu le mieux, ce que vous avez fait. Mais j'ai réalisé que c'était pas en fait moi qui étais si bien et si bonne, mais c'était en fait mon interprète qui avait une très bonne attitude et qui avait fait passer le message. Donc voilà pourquoi j'ai eu la meilleure note de formation, mais ça dépend aussi beaucoup de mon interprète qui a été capable d'interpréter ce que je voulais dire et le dire presque mieux que moi. Et donc, c'était donc la raison pour laquelle ce que j'avais dit a été mieux compris que ce qu'avaient dit les orateurs précédents sur le même sujet. Donc, les victimes de violences basées sur le sexe et d'abus sexuels, ça c'est simplement un schéma général qui montre les différents modules
court avec la dynamique de la violence, la façon de résoudre les problèmes, les gestion des études de cas, etc. Donc, toute cette formation vous donne d'abord, vous recevez d'abord le texte qui vous indique comment suivre les différents éléments du cours, et puis c'est accompagné aussi de films, et puis il y a des présentations PowerPoint. Le système des Nations Unies a un grand avantage, mais qui peut être aussi un inconvénient, parce que ça vous donne suffisamment de liberté pour réinventer la roue à chaque fois. Lorsque nous sommes dans une mission, parce que dès que nous voyons un problème, nous réagissons et nous essayons de résoudre le problème. Nous faisons donc comme nous faisons chez nous à la maison. Mais en mission, nous n'avons pas les connaissances nécessaires comme on les a à la maison. Dans ma formation de déploiement, j'ai appris beaucoup de choses sur le Soudan, comment je devais me comporter au Soudan, ce que je devais faire, etc. Mais personne ne nous a préparés, une fois qu'on est arrivé à la mission, pour dire comment nous devions nous comporter dans les différents autres modules de formation. Par exemple, je peux avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les enquêtes sur les meurtres, mais qui n'a pas beaucoup de connaissances sur le domaine des abus sexuels et des abus chez les enfants. Donc, on a divisé ce cours en différents modules pour que les policiers qui n'ont pas assez d'expérience dans certains domaines puissent ajouter des modules à leur formation à l'aide de films, de sorte que ce sont des films d'ailleurs extrêmement courts et extrêmement clairs. Vous voyez le nombre de policiers qui ont été formés, donc le nombre d'hommes et de femmes. Au mois de mai 2012, une étude d'évaluation a été réalisée, qui a été envoyée ensuite à tous les policiers qui avaient fait l'objet de cette formation, qui avaient participé, et on leur a dit qu'il y a eu donc 6600 policiers dont le nombre de femmes et d'hommes, évidemment, montre qu'il y a de nouveau une domination masculine, là, contre laquelle il va falloir faire quelque chose, il va falloir arriver à un équilibre. Et UNMISS a adapté le curriculum pour SSPS et a en formé 21 policiers. La police philippine a formé 29 policiers. Et ces formations ont été également diffusées dans tous les pays d'hôtes par vidéo pour créer une prise de conscience sur ce problème, non seulement au niveau local, mais au niveau des Nations Unies en général. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie. Thank you very much. Merci. Encore une fois, nous prenons du retard. Nous avons encore 2 présentations et j'avais espéré qu'on aurait le temps pour poser des questions, mais bon, nous allons voir comment faire. Alors, maintenant, nous allons mettre l'accent un petit peu sur un autre secteur. Après, donc, les crimes sexistes. Ici, c'est le crime organisé. Je crois qu'en ce qui concerne donc le crime organisé, c'est pas nécessaire d'avoir exactement le même nombre donc de représentants. Nous devons voir maintenant donc comment faire face à ces crimes dans la région Asie-Pacifique. Il y a eu donc un centre de coordination transnationale qui s'est mis en place aux îles Fidji. Et ce centre s'appelle PTCCC. Il s'agit d'avoir donc un réseau pour les différentes forces de police, pour avoir une sorte de guichet unique donc pour tous les enquêteurs qui travaillent dans ce domaine. Le PTCCC coordonne toutes les
toutes les informations entre les unités et les différentes organes de loi dans les différents pays. Et il s'agit donc de diffuser les différentes informations donc à travers toute la région Asie-Pacifique. Je passe la parole à Izikeli Soliga, commissaire adjoint, et à l'assistant Izikeli Vunipaja des forces de police des îles Fidji pour vous parler de ce secteur d'activité. Merci. Your Excellencies, Excellences, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vais vous présenter donc notre unité sur le crime organisé. Nous avons une sorte de modèle ici qui a été utilisé dans la région Pacifique. C'est une nouvelle approche qui correspond donc il s'agit ici de voir exactement quelles sont les aptitudes dont on a besoin justement dans les opérations internationales de police pour le maintien de la paix. Quelles sont les compétences qui doivent être mises à disposition en matière de lutte contre le crime organisé. Ici, il s'agit donc justement de correspondre à ces nouvelles compétences dont on a besoin d'un déploiement des forces. Ça a été donc maintenant développé dans une région à une époque où on devait faire face justement à une instabilité et à des phénomènes de crime organisé. La première partie, donc, on va vous parler de ce centre PTCCC. Ça a été mis en place et c'est ce que je parlerai également de ce que nous appelons le réseau transnational pacifique contre le crime. Et je parlerai de ce PTCCC donc et de sa création. Alors, il faut d'abord se replacer dans le contexte. On va parler de cette région que vous voyez ici avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et à l'ouest et à l'est, ça va jusqu'à Hawaï. Bon, il s'agit de la région sur laquelle porte mon exposé. Alors, en ce qui concerne dans un premier temps d'abord le PTCN, donc ce réseau transnational qui a été mis en place. Eh bien, c'était donc en 2002 qu'il y a eu un accord qui a été mis en place pour la création de ce réseau en réponse justement au crime organisé. Une organisation transnationale pour faire face par exemple aux utilisations illicites de drogue, le trafic, et essayer d'avoir donc de mettre en place un agenda pour cette région du Pacifique et mettre en place les capacités d'investigation, d'enquête et de renforcer les forces des agences sur place, de développer donc et de renforcer le droit, renforcer les capacités de ces régions donc dans le Pacifique pour aller à l'encontre du crime organisé. Donc c'était une décision qui a été prise lors de cette réunion et mise en place ensuite donc dans la même année. Le PTCN a été cofondé également donc par les forces de police d'Australie et de Nouvelle-Zélande et c'est situé à Hawaï avec le FBI et avec donc les autorités douanières de surveillance des côtes. Alors voilà donc la structure du PTCN, ce réseau donc transnational. Il y a donc un conseil d'administration et ensuite vous avez donc les différentes unités transnationales.
avec PT-CCC. Alors, en fait, je me reprends, dit l'orateur, vous avez le conseil d'administration, PT-CCC et ensuite les différentes unités. Et à côté, vous avez donc les différentes agences, bien entendu. En fait, c'est structuré de manière à ce que l'information, le flux d'information ne soit pas entravé d'une manière ou d'une autre. La région comprend également 27 régions. Et ensuite, il y a seulement 13 régions qui donc sont représentées quand même dans ce réseau transnational, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui ne font pas partie et qui n'ont pas d'unité correspondante transnationale. Le rôle de ce réseau, ou plus exactement d'abord le rôle du PT-CCC. Pardon, dit l'orateur. Le rôle d'abord du conseil d'administration. Alors il y a un président du conseil d'administration avec les membres qui représentent donc les commissaires des différents pays. À l'heure actuelle, ce sont les îles Cook qui assurent la présidence. Il y a également le commissaire Tonga. Pour l'île de Man, il y a les autres commissaires des îles Marshall et du Vanuatu, donc respectivement, faisant partie de ce conseil d'administration. Alors, quelles sont les fonctions assurées par le conseil d'administration? Il s'agit d'établir la crédibilité, la réputation de ce réseau transnational, de veiller également donc à la durabilité et à veiller donc à ce que ce centre PT-CCC soit viable. Il faut également résoudre les conflits qui peuvent intervenir, les litiges au sein du PT-CCC et également donc avoir une certaine forme de gouvernance pour ces organisations PTCL et PT-CCC. En même temps, il s'agit d'avoir également un rapport annuel pour l'ensemble de ces pays de la région Asie-Pacifique et de prendre des décisions qui sont fondées sur les recommandations faites par les services de renseignement. Alors voici donc le PTCN, il s'agit donc de ce réseau de lutte contre le crime à l'échelon transnational. Vous voyez donc le centre ici sur les îles. Et les autres centres sur les autres îles, PT-CCC et surtout à Samoa. Et c'est là aussi que se trouve le centre d'information. Alors, je passe maintenant à l'autre instance, PT-CCC. Il s'agit donc de ce réseau avec le centre de coordination transnationale. Cette instance PT-CCC, ce centre a été établi en 2004, comme ça a déjà été indiqué précédemment par l'animatrice. Ensuite, donc, il a été délocalisé et replacé ensuite à Samoa en 2008. Comme le réseau transnational, c'est également donc une organisation fondée par les différentes organisations avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les autres organismes. Et en fait, ce sont les différents pays, les différentes unités ensuite donc qui sont opératives ici. C'est-à-dire que l'on a affaire à différents personnels venus des différentes régions. Voilà la liste des pays qui sont liés directement à ce centre PT-CCC. Mis à part donc les pays donateurs, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, vous avez donc la Nouvelle-Calédonie. En fait, il y a maintenant donc entre-temps 17 unités différentes. Et là, ce sont les centres. Et ces centres-là, ensuite, sont liés directement ou indirectement au PT-CCC. Par exemple,
PTCN et PTCCC sont liés pour ce qui concerne différents pays. Là, ce sont des pays qui doivent encore donc apporter une contribution donc à ces différentes unités, qui doivent lancer donc maintenant de nouvelles unités. Mais là, pour l'instant, ils ne sont pas encore liés, ceux-là, donc au centre de coordination. Mais il y a quand même donc les responsables, les différents commissaires et chefs de police qui donc ont des liens déjà avec ces différents centres. Et également, il y a également des pays qui sont liés à la fois au PTCN, au PTCCC, mais qui ont encore d'autres liens avec d'autres organisations, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Concernant maintenant le rôle du PTCCC, ce centre de coordination doit surtout gérer et coordonner donc les informations fournies par les services de renseignement, gérer les projets donc contre le crime dans la région Pacifique. Mais ça, c'est aussi donc aux unités de le faire. Et il s'agit surtout d'analyser et de diffuser les différentes informations. Et il y a ensuite le PTCCC donc espère toujours avoir ensuite un retour d'informations après la diffusion des renseignements qui sont donnés. Quand il s'agit, par exemple, de trafic de drogue, de traite des êtres humains, etc. Ou d'autres criminels de ce type qui entrent dans la région. Il s'agit également donc de faire appel à l'aide des organisations douanières. Il y a donc, par exemple, on participe également au Forum des îles du Pacifique, etc. Donc ce centre, ce modèle, c'est un modèle multi-agence, multi-pays. Et en fait, il fait des rapports mensuels également qu'il soumet ensuite au conseil d'administration du PTCN et du PIF. Mesdames et messieurs, voilà ce rôle donc de ce centre de coordination. Donc, pour faire remonter les informations fournies par les différentes entités, par les différentes unités. Ce sont les crimes qui sont présentés ici sur l'écran. Ça, c'est le type donc de crimes qui sont ensuite rapportés à ce centre. Et ensuite, PTCN et PTCCC vont faire le suivi et en discute aussi donc lors des prochaines réunions PIF. Ce sont toujours donc des analyses ensuite qui sont faites aussi sur la base des audits, par exemple du PTCN. Quels sont les avantages que l'on peut tirer de telles organisations? PTCCC permet d'améliorer l'efficacité, l'efficience des services. Il permet d'avoir une appropriation. Bon, les équipes qui travaillent sur place, ils travaillent sur le terrain et ils peuvent ainsi donc avoir de meilleures connaissances sur le crime à l'échelon transnational. Et c'est mieux d'avoir ces connaissances de l'intérieur que plutôt de l'extérieur. Ça permet d'avoir vraiment de bons services de renseignement avec donc un bon feedback. Donc efficacité, efficience, amélioration de cela. Donc appropriation, meilleure maîtrise pour les populations dans la région.
pour renforcer la loi. Il y a des relations plus étroites, plus fortes, c'est évident, puisque là on opère en tant que région et cela renforce la coopération au sein de la région pour ce qui concerne donc l'application de la loi et du droit. Comme je l'ai déjà dit, c'est multi-agences, multi-pays, donc cette approche multiple, et cela permet également d'apporter un soutien à l'égalité entre les sexes, entre les genres, un meilleur respect avec donc les représentants, les femmes qui travaillent au sein des équipes. Et un autre sujet, c'est la diversité, la possibilité de respecter la diversité, car ceux qui travaillent donc au sein de ces organisations viennent de différents contextes et coopèrent ici au sein d'un même bureau. Les défis, effectivement, il y a toujours des problèmes stratégiques, administratifs, manque de capacité. C'est quelque chose que l'on a encore, nécessité de développer les infrastructures, les institutions. Pour l'instant, c'est encore difficile. Jusqu'à présent, il faut encore s'appuyer sur les TCU pour pouvoir ensuite élargir le réseau. En ce qui concerne les institutions, les lois ne sont pas encore suffisamment développées ou bien sous-développées dans la plupart des pays en ce qui concerne le crime organisé. Et nous avons à avoir affaire à une région où il y a plus de mers que de terres. Donc, il est difficile de surveiller les frontières et ce sont également des petits pays avec des économies réduites dont c'est difficile d'accès et donc l'engagement pour coopérer est encore assez minime et on assiste à un manque de cohérence et d'engagement au niveau des ressources humaines pour faire face à ces problèmes. Et souvent, donc, il y a également un manque de cohérence en ce qui concerne la formation des personnels. Nous avons pourtant tiré de nombreux enseignements sur la question donc, de la possibilité d'obtention de consensus en intégrant tout un chacun, en veillant à ce que tout le monde soit bien impliqué dans l'élaboration des solutions. Et cela porte des fruits maintenant. La volonté politique, quand on dit oui, on va dans ce sens-là, eh bien, on peut ensuite avancer au sein du réseau. L'acceptation de la diversité, ça c'est quelque chose que nous avons appris aussi, d'impliquer les gens, d'avoir davantage d'intégration. Et à ce moment-là, on améliore en conséquence les résultats. Et puis, donc, un partenariat porteur de sens grâce à ce cours, alors qu'avant, il y avait plutôt des intégrations. Naturellement, l'aide financière, c'est très important aussi, car sans support financier correspondant, ce serait très difficile. Et puis, naturellement, comme je disais, cette approche multidimensionnelle, multi-agence, qui porte ses fruits. En conclusion, mesdames et messieurs, un pays à lui tout seul, une seule agence ne peut pas le faire. C'est seulement en commun que l'on peut faire ce travail et mener cette lutte au sein de partenariats en s'appuyant donc sur les renseignements fournis
par tous. Et donc, ce modèle PTCN, PTCCC permet donc d'améliorer les capacités et c'est un modèle qui peut être adapté ensuite à d'autres régions et qui montre que par le partenariat et la coopération, on arrive à avoir un meilleur partage des connaissances et un travail plus efficace avec des renseignements, des informations contrôlées, suivies et coordonnées pour faire face aux défis de la sécurité et du crime organisé. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Ceci termine ma présentation. Thank you very much. Merci beaucoup. On l'a dit tout à l'heure dans la journée, il était important de continuer à créer des capacités pour lutter contre la violence faite sur les femmes, les violences causées par les abus sexuels. Et vous avez déjà entendu tout un exposé là-dessus. Donc, je vais passer tout de suite à Haïti. Et il y a une organisation très innovative qui, justement, joue un rôle important avec la police de Haïti, avec 33 instructeurs qui font un cours sur la violence sexuelle et 207 personnes ont été ainsi formées dans la police haïtienne. Donc j'ai le grand plaisir de présenter un collègue norvégien qui est présent ici aujourd'hui pour parler des enseignements que l'on a pu tirer de cet exercice. Et il vient directement de Haïti, c'est Jan Christian Müller. Vous avez la parole. Merci de m'avoir présenté avec ces paroles aimables. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, c'est un grand honneur pour moi. Je suis donc Jan Christian Müller de parler à un groupe aussi éminent d'experts, de décideurs et d'amis et de collègues sur le sujet. Et je vais donc remercier, comme les autres orateurs l'ont déjà fait avant moi, la division de la police des Nations Unies et l'Allemagne, le gouvernement allemand, d'avoir organisé cette conférence. C'est toujours difficile d'être le dernier orateur et de maintenir encore votre intérêt. Je souffre autant que vous, mais je serai court, je serai bref. Et nous allons parler comment la Norvège a coopéré pour organiser ce support pour Haïti qui avait un besoin énorme de stopper et d'enfreindre ou de faire baisser les violences sexuelles et les violences liées au genre. Donc, je vais expliquer comment l'équipe a été déployé et Jan Christian, lui, parlera de l'équipe et l'expérience au bout de 2 ans de travail à Haïti. Haïti, c'est très loin de la Norvège et nous ne nous sommes pas vraiment d'abord concentrés sur Haïti, mais après le tremblement de terre du 12 janvier 2011, un des pires tremblements de terre qui a touché plus de 3 millions de personnes, 1 million de sans-abri, des centaines de milliers de morts et également pendant cette tremblement de terre également, nous avons eu des pertes chez les personnels des Nations Unies, y compris un commissaire en place à Haïti. Donc la Norvège a répondu à cette demande de Haïti d'avoir de l'aide, du matériel et du personnel de support et est devenu un des bailleurs de fonds les plus importants et de donateurs les plus importants pour la reconstruction de Haïti. 2 semaines après le tremblement de terre, on a eu des rapports sur le pays, sur Haïti, comme quoi il y avait une vague de violences sexuelles, de violences et de crimes importantes. Et nous avons réfléchi comment l'expertise
des policiers norvégiens pouvait justement empêcher que cette violence sexuelle ne continue ou s'aggrave. J'étais à l'époque conseiller à New York, auprès de la mission à New York, et j'ai donc fait une mission d'analyse des faits sur Haïti pour voir comment la police norvégienne pourrait jouer un rôle dans le concept haïtien. Et j'ai évidemment entretenu des rapports et des discussions avec la division de la police sur place. Pour moi, il était évident que le modèle DOMP classique pour le déploiement de personnel ne suffirait pas pour véritablement aider la police nationale haïtienne à répondre à ces grandes difficultés. Du point de vue norvégien, nous ne voulions pas non plus simplement être des membres de la police déployés en Haïti. Donc, nous voulions envoyer une équipe d'experts et donc nous avons continué à discuter avec la division de la police à New York et ils ont accepté l'idée que nous envoyions une équipe. D'abord, ils voulaient être présentés et connaître les membres de l'équipe pour savoir si les membres de l'équipe répondaient vraiment aux exigences et aux besoins. Et la même chose s'est passée également à Oslo, où une équipe c'est à Oslo, donc on a recruté une équipe de 5 officiers, de 5 policiers, pardon, qui ont suivi le cours de les Nations Unies sur le développement, des cours spéciaux sur les enquêtes, les cours spéciaux sur la question culturelle et également des cours de français. Donc, on a très bien préparé cette équipe parce que c'était une condition pour que cela fonctionne. Et c'était une nouvelle approche de la Norvège pour ce type d'opération de police. C'était très important pour nous d'envoyer les meilleurs possibles. Indépendamment de ce que la police essayait de faire en matière de recrutement, il y a 5 équipes 5 membres de l'équipe qui, d'ailleurs, ont leur carrière dans les enquêtes criminelles, mais en même temps, donc, au ministère des Affaires étrangères norvégien, on a décidé de soutenir financièrement 2 projets des Nations Unies pour la lutte contre la violence sexuelle à Haïti. Donc, on a discuté cela avec la division de police et il était possible que l'équipe d'experts soit impliquée dans ces 2 projets, de sorte qu'on avait véritablement 2 projets sur place. L'expertise norvégienne a été déployée en octobre 2010 à Haïti et a tout de suite été confrontée aux réalités sur le terrain. Le chef d'état-major n'était pas du tout informé qu'il y avait une équipe norvégienne qui allait arriver et il les a traités comme des membres individuels et les a envoyés à différentes missions sur l'île. Donc, nous avons eu quelques coups de téléphone pour remédier à ces malentendus et ensuite l'équipe a été reconstituée en tant que telle sur le terrain en Haïti. Alors, l'équipe norvégienne avait beaucoup de difficultés à résoudre lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont vu la tâche quotidienne. Mais je laisserai cette partie à Jon Christian qui expliquera plus en détail les difficultés et comment ils ont réussi à les surmonter. Donc, je passe la parole à Jon Christian pour le reste de la présentation et je reviendrai pour la fin. Merci. Comme l'a dit M. Molma, il a présenté donc l'historique du projet en amont et moi je vais parler un petit peu du projet lui-même, des membres de l'équipe et la différence entre les 2 projets et les raisons pour la réussite. Donc nous sommes aujourd'hui une équipe de 8, nous sommes tous formés dans les enquêtes sur les crimes et nous sommes donc 6 Norvégiens et 2 Canadiens dans cette équipe. On a parlé beaucoup de violences liées au sexe et
il y avait un grand pourcentage de ce type de violence en Haïti à cette époque. Nous faisons partie de plans de développement de la police nationale haïtienne et notre objectif était de professionnaliser l'HNP par deux moyens. D'abord, renforcer les capacités humaines en leur donnant les aptitudes, les connaissances nécessaires et en essayant de changer les attitudes. La deuxième partie étant la chose la plus difficile à faire. Et le deuxième objectif est de renforcer leurs capacités opérationnelles en fournissant des espaces de bureaux, des bâtiments réservés aux crimes de violence basés sur le sexe et abus sexuels. Donc, vous avez deux différents projets, formation, éducation, donc, qui se concentrent sur les aspects culturels, les problèmes culturels dans la société haïtienne. C'est un cours de 5 jours seulement, donc c'est assez limité ce qu'on peut faire en 5 jours. Mais on essaie d'en tirer le maximum de profit. Et nous nous concentrons également sur la façon dont on doit rencontrer les victimes, aussi bien les suspects aussi que les victimes. Et il y a aussi une partie qui est réservée aux abus sexuels contre les enfants. L'autre projet, c'est un projet de bureau. Donc, c'est l'installation de pièces de bureau qui permettent aux victimes de rencontrer la police, de créer des foyers protégés pour les victimes. Les cours, là, nous utilisons des capacités locales, donc des instructeurs locaux. Nous avons compris en effet très en amont que pour que le cours soit vraiment réussi, il faut utiliser des instructeurs locaux de la police, de l'académie de police haïtienne. Nous sommes là aussi, nous donnons aussi certains cours, mais ça ne serait pas bon si nous travaillons toujours là pour donner un cours avec interprète. Donc, nous, en tant que police des Nations Unies, nous nous concentrons surtout sur l'organisation et l'administration de tout le projet. Nous faisons donc les mêmes cours pour les points focaux qui sont placés dans les différentes régions à Haïti pour qu'ils aient les mêmes connaissances que l'HNP, la police nationale haïtienne, et qu'ils travaillent avec les mêmes normes. Donc pour les autres cellules qui sont dans le reste de l'île. La participation féminine dans les cours est de 20% environ. En moyenne, je crois que c'est une bonne participation, un bon chiffre, parce que à la HNP, il n'y a que 9 à 10% de femmes. Donc, nous sommes au-dessus de la moyenne pour cette participation. Une partie importante du projet de cours, c'est l'évaluation, bien sûr, car ça ne sert à rien de faire un cours si on ne valide pas les résultats ensuite. Donc, nous avons un programme spécial d'évaluation, aussi bien ceux qui ont suivi le cours que des instructeurs. Donc, c'est très important pour nous, pour les instructeurs, pour nous, pour les Nations Unies et pour les donateurs, d'avoir une telle évaluation. Donc, j'ai déjà dit qu'au mois de juin cette année, il y a donc, d'ici le mois d'octobre, ça sera donc 528. Cela comprend à la fois les étudiants qui ont été formés comme formateurs et qui se concentrent surtout sur la formation de capacité pour les autres cellules de la région. Vous voyez ici quelques chiffres. 95% des étudiants ou de ceux qui ont suivi le cours pensent qu'il est bien, que cela leur a permis d'être meilleurs en tant qu'enquêteurs. Donc, je crois que c'est un bon résultat. Ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet, la création de bureaux. Vous savez que ce n'est pas possible d'éduquer les gens si on n'a pas les outils nécessaires pour le faire. C'est pourquoi on a besoin d'un bureau équipé avec du papier, des crayons, des ordinateurs et des salles pour interroger les victimes.
Donc, c'est un de nos projets qui était au centre de notre attention. Vous voyez la photo du jour de l'inauguration d'un bureau près de la frontière de la République dominicaine, au nord de Haïti. Donc, nous avons pris un ancien bureau que nous avons rééquipé, rénové et adapté à sa nouvelle utilisation. Et on a fait beaucoup de publicité et notre travail a intéressé beaucoup de monde. Donc nous avons vraiment présenté une nouvelle façon de penser et d'agir aux Nations Unies. Plusieurs présentations ont été faites sur le sujet, aussi bien par les autorités haïtiennes locales que par nos invités internationaux. Vous voyez ici une présentation qui a été faite ce printemps pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant ce projet, d'abord, nous pensons que c'est un indicateur de succès qu'il y ait comme ça tant d'intérêt pour le projet et nous espérons que cela va nous aider à continuer à le faire avancer. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails du projet concernant l'équipe d'abord. Nous voulions vraiment faire la différence avec un grand impact en Haïti et nous pensons que la façon de travailler ainsi fait la différence justement pour la police haïtienne. Donc nous avons réussi à obtenir un changement d'attitude auprès du ministère. Donc nous avons un meilleur accès maintenant au ministère. Non, un changement d'attitude de MINUSTA, pardon. Et c'est le résultat que nous avons obtenu. Et notre objectif, c'était de créer ce bureau en 2011. Eh bien, le 1er décembre, on l'a déjà ouvert. On l'a ouvert juste à temps. Et cela a été l'occasion d'une inauguration qui a été faite avec Mme Duvalier, avec la première dame d'Haïti. Et vous voyez à droite les autres participants à cette et invités de marque de cette inauguration. Alors, la mise en œuvre de MINUSTA représente certains défis. Au début, nous avions beaucoup de difficultés. On ne nous a pas donné de voiture, on ne nous a pas donné de bureau. Nous étions éparpillés dans différentes régions, alors qu'en fait, au départ, nous devrions travailler comme une équipe. Alors, on nous a d'abord demandé, mais pourquoi faut-il vous faire une règles différentes? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi vous êtes si différents? On a réussi à les convaincre. On a finalement commencé à travailler et on a obtenu de bons résultats au bout de quelques temps. Et ainsi, le commissaire des polices et beaucoup de gens responsables ont changé leur attitude vis-à-vis de notre travail. Mais ça restait toujours difficile pour appliquer notre travail ou pour faire valoir notre travail dans le cadre de MINUSTA. Il nous faut en effet beaucoup de liberté pour prendre les décisions, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour travailler correctement. Et ce n'était pas facile parce que nous n'avions pas un niveau important dans la hiérarchie. Il y avait une chaîne de commande importante au-dessus de nous, mais nous avons quand même eu la chance de prendre des décisions parce que nous avons pu travailler justement en équipe avec notre propre atelier de notre propre pays. Et ça, c'est un grand avantage parce qu'ainsi, nous avons pu assumer certaines responsabilités pour gérer le budget et nous voulions à tout prix que ce budget nous permette d'obtenir des résultats vis-à-vis des Nations Unies, mais également pour le pays. Donc, nous voulions vraiment faire un très bon travail pour le pays. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons utilisé beaucoup de capacités locales des officiers de l'HNP ou des policiers de l'HNP, de sorte que cela a véritablement été un grand avantage pour notre projet. Donc, notre équipe était déjà venant du même pays, nous nous connaissions déjà, nous avions la même attitude, la même façon de penser, de réagir et de décider. Et c'est un petit peu pour ça que notre projet a réussi.
Monsieur Molme va maintenant revenir sur la dernière partie pour conclure. Oui, la conclusion de cette présentation. Nous sommes demandés, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec un tel modèle? Eh bien, nous pensons que c'est un modèle qui mérite d'être développé et d'être copié dans d'autres domaines, pas seulement dans le domaine de la lutte contre les crimes et la violence et les abus sexuels, la violence liée au genre, mais pour d'autres domaines de travail de police. Mais l'équipe devrait toujours avoir une taille minimum. Il faut que ce soit au moins 5 policiers au début. Ce n'était pas assez, parce qu'on était vulnérables. C'est pour ça qu'on a eu après 2 renforts du Canada. Donc nous pensons qu'il faudrait avoir 8 à 10 policiers qui travaillent dans une telle équipe, parce qu'il y a parfois des congés, il y a ceux qui tombent malades et il y a ceux qui partent pour avoir suffisamment. Et puis, il ne faut pas que ce soit un seul pays. Un pays tout seul peut commencer, mais il faut ensuite faire participer d'autres pays, mais un seul pays doit avoir véritablement la direction des opérations pour décider des objectifs. Voilà, cela permet de responsabiliser une équipe et de devoir rendre des comptes aussi. Donc, je dois dire aussi que l'équipe doit être organisé avec un lien très rapide et direct avec la hiérarchie et essayer aussi de respecter aussi l'équilibre des genres pour avoir au moins donc 50-50 pour donner donc déjà un bon exemple. Donc, sur la base de cette expérience que vient de faire la Norvège, nous créons de nouvelles équipes, une autre équipe sur les crimes graves que nous proposerons aux Nations Unies pour un déploiement en Haïti. Nous sommes donc en train de le faire parce que nous croyons très très fort et nous sommes convaincus de la valeur de cette méthode, de cette façon de travailler. Merci. Thank you very much and thank you all. Merci. Je remercie tous les orateurs. Eh bien, ça a été une journée de travail très longue, mais très intéressante. Mais jusqu'à présent, donc, personne ne s'est plaint. Donc, je pense que c'est un bon signe. Nous avons déjà une demi-heure de retard. Et je demande de garder donc les questions pour demain matin. Anne-Marie, juste une simple question et juste un commentaire. Je voudrais remercier Mr. Malmö de la Norwegian Police Service et Mr. John Christian Moller. I was very impressed by the presentation, the briefing, and I have just one question. Why in Haiti and why not in DRC? Le Congo est connu comme étant la capitale mondiale des violences faites aux femmes. Alors, are you ready to replicate? Would it be possible to replicate the same operation in DRC? You are most welcome. Thank you. Yes, believe me, I've been trying to get something to Congo, so we will work on that. And now we have a social event, so it's a golden opportunity to try to flirt with member states to see if there are some similar teams that could be deployed. Norway, they have all this oil, so they have a lot of money, so they can probably do more.